feu. D'accord. J'ai un petit plan. Mhm. Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, je suis heureuse de vous présenter mes parents, même si à l'image vous voyez que mon papa qui est ici, mais donc il y a ma maman qui est juste à côté et qui va s'exprimer aussi, mais qui n'a pas souhaité être filmée. En fait, j'ai proposé à mes parents de faire une vidéo sur quelque chose qui nous est arrivé à tous les trois et aussi à notre famille dans un sens plus large, mais c'était surtout nous trois les acteurs de ça. Quand j'avais 15 ans, 15 ans, 16 ans, en fait, on a vécu un processus un peu d'enfermement, un processus sectaire où pendant, c'est difficile de dire le temps parce que j'allais dire un an, mais en fait, ça a Presque pris du 2 ans. temps. Ouais, Mm. ça a pris du temps après pour sortir, etc. Et c'est quelque chose qui a vraiment, moi, je trouve que ça a transformé beaucoup de choses pour nous. Donc, et en fait, c'est quelque chose que personne ne sait. C'est-à-dire que nous, on sait. Mais moi, par exemple, la famille de Raphaël n'est pas au courant. Mes amis, c'est jamais une chose que j'ai l'occasion de dire parce que c'est pas quelque chose que tu as souvent l'occasion de poser sur la table. Donc en fait, c'est vraiment un élément de moi que personne ne sait, alors que ça explique beaucoup de choses. Euh, et j'ai souvent des questions par rapport à ce que je suis maintenant ou à mon âge et à pourquoi est-ce que à mon âge j'en suis là. Et en fait, je pense que c'est un énorme facteur parce que c'est une expérience bah, qui forcément qui m'a fait grandir très très vite et très fort. Donc moi j'aimerais bien qu'on parle du tout début parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis née dans une famille qui avait déjà des croyances très atypiques et très rares, enfin très peu communes. Et c'est le cas, en fait, ça vient, donc ces croyances-là, elles viennent de ma mère. Et toi aussi, tu es né dans une famille particulière, on peut dire quand même. Oui, particulière, on peut dire ça comme ça. Oui, moi, mes parents ont rencontré une mouvance, une croyance, c'est plutôt une forme de religion, même si c'est pas très couru. Moi, ce que je me disais, c'est qu'on pouvait appeler ça le mouvement. Oui, on peut appeler ça un Non, mais juste pour simplifier entre nous, on Ouais. sait que c'est le mouvement. Ouais. Ouais, ok. On va pas donner de nom. Aussi parce que faut savoir qu'il y a une personne de notre famille qui est encore dedans. Mm. Et si jamais elle voyait ça, en tout cas, le but c'est pas non plus de blesser en mettant sur la place publique qu'est-ce que c'est comme mouvement, etc. Donc on va quand même, tout ce qu'on pourra anonymiser, on anonymisera. Voilà. Oui, donc moi, quand je suis née, mes parents avaient rencontré un livre et un auteur qui a changé leur vie. Enfin, surtout ma mère, et mon père a suivi pendant des années avant de s'en détacher lui aussi. Et c'est des croyances un peu particulières. Alors je dis que c'est pas sectaire parce qu'il n'y a pas d'histoire d'argent ni d'embrigadement. Moi j'ai souvent entendu c'est difficile d'y entrer et facile d'en sortir, à l'inverse des mouvements sectaires où on dit que c'est facile d'y entrer et difficile d'en sortir. Et c'est une sorte de religion donc chrétienne autour de Jésus avec des croyances un peu particulières. Et sur la forme, moi j'aime bien dire que ça ressemble un petit peu aux témoins de Jéhovah où on parle beaucoup du jugement dernier et où il faut sauver son âme. Voilà, pour faire court. Il y a un certain nombre de comportements à adopter et à ne pas adopter si on veut sauver son âme et aussi sauver l'humanité, l'aider à se racheter et à s'en sortir, à pas être détruite par le jugement dernier. Ouais, donc toi, t'as grandi dedans. Vous deux, quand vous vous êtes rencontrés, bon, ça prenait quand même une place ultra centrale dans ton éducation quand même. Avant que Ouais, vous vous ouais, rencontriez. quand même. Mm. C'est quelque chose. On avait des croyances très fortes. Euh, et ouais, ça a guidé nos vies
pendant les 10 premières Parce que années. toi, tu connaissais pas. Non, pas du tout. Et donc, c'est quand tu as rencontré Anne, Ouais, elle t'a montré, c'est ça. et ça t'a parlé, tout Ouais, seul. ouais, ouais, ouais. Donc, ça Ouais, t'a ouais, quand ouais. même parlé Ouais, spontanément. bah, il y avait quand même un côté communautaire, familial, Ouais. hyper inclusif, nourrissant. On pouvait parler de tas de choses. Mm, Donc moi, j'étais séduit par ça. mm, Ce qu'on appelle dans les mouvements sectaires, il y a toujours ce premier instant qu'on appelle le love bombing, où on reçoit beaucoup, beaucoup d'amour, mm, beaucoup de réponses, beaucoup mm, d'accueil, mm, et les contraintes et les devoirs viennent après. mm. Mais ouais, ouais. Et puis, nous, quand on est né, enfin, moi, je sais que j'ai pas non plus une enfance très différente de beaucoup. Il y a juste, à l'exception, l'heure l'heure des enfants qu'on faisait, donc avec ma grand-mère qui était dans le mouvement. Et moi, j'ai adoré. C'était vraiment ultra nourrissant pour moi. Et en fait, c'était des moments où soit ben, elle nous lisait la Bible et puis elle nous expliquait selon le mouvement qu'est-ce qui était faux dans la Bible, qu'est-ce qui était réellement vrai. Ou alors il y avait... en fait, ça parlait vraiment de tout. Elle nous expliquait le karma, les fils du karma, comment est-ce que ça se passe, les différents plans du spirituel, la réincarnation. Enfin, il y avait énormément de choses. Et donc, en fait, c'était un peu comme si on apprenait ça. Il y avait des livres aussi pour enfants enfin, que j'adorais d'ailleurs, Mm. qui parlaient de tout ça. Et par exemple, je me souviens avoir retrouvé mes dessins que je faisais donc chez ma grand-mère à l'époque, les dessins pratiques de ce qu'on apprenait. Et donc, bah, par exemple, il y a voilà, donc les différents, je dessinais les différents plans du spirituel avec les plans les plus denses qui sont les plus sombres. Par exemple, ceux qui ont vu nos solars, pour ceux qui connaissent, bah, c'est exactement ça, avec les plans les plus lumineux, etc. Donc, nous, enfants, enfin, surtout avec mon grand frère, parce que les deux petits un peu moins, peut-être, non? Bon, en tout cas, je me sens qu'on était à deux là-dedans à écouter ça. Et déjà, enfant, mon grand frère, il s'en fichait un peu. Et moi, j'adorais ça. Moi, ça me passionnait. J'avais comme un intérêt super fort là-dedans. En sachant que nous, on savait que donc il y avait un livre dans la famille, c'était La Vérité. Et que quand on serait grand, on pourrait le lire si on en avait envie. C'était ça, c'était posé. Mais vous nous en parliez pas vraiment. Non. Et surtout, ça venait surtout de nos grands-parents. Ouais. D'ailleurs, je crois que tu es la seule de tes frères et sœurs à être tout le temps investie dans cette recherche. Totalement. Les autres, ils ont complètement skippé, ça leur a pas du tout parlé, Totalement. quoi. Mm. Totalement. Et donc, en fait, ça a pris plus de place quand, ben moi, en tout cas pour moi personnellement, quand j'étais ado, déjà, fin collège, je me souviens en troisième, parce qu'on connaissait aussi d'autres enfants qui étaient des enfants de ces gens-là qui étaient dans ce mouvement-là. Et donc moi, comme, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer ces enfants-là parce que je me sentais, je sais pas si je me sentais seule, mais en tout cas, j'étais trop contente de pouvoir partager ça avec d'autres enfants. Parce que tu grandis quand même en te disant, euh, il y a toi et il y a les autres, tu vois. Et les autres, ils savent pas. Vas-y, passe-le. Ouais, je veux bien dire un mot là-dessus, parce que ça n'a pas été facile justement pour moi de grandir en étant la fille du gourou entre guillemets, parce que il y avait des réunions qui se passaient le dimanche matin chez mes parents dans un petit village, Mm. et donc moi j'ai très vite été cataloguée comme faisant partie d'une secte par des gens qui n'y connaissaient rien et qui se fiaient simplement au on-dit et à ce qui se voyait de l'extérieur. Et ça, je pense que vous, ça vous a moins pesé parce que notre vie était moins imprégnée. En tout cas, moi, j'ai constaté que nous, notre façon de vivre était beaucoup plus légère et beaucoup moins imprégnée des principes et des contraintes. Alors que moi, c'était très prégnant et il se passait souvent des choses. Il y avait des réunions beaucoup à la maison. Donc les gens du village regardaient ça bizarrement. Mes grands-parents paternels nous espionnaient, entre guillemets, et essayaient de nous tirer les verres du nez à ma sœur et moi. Et ça a été difficile pour moi au collège aussi d'être plus ou moins ostracisée à cause de ça. Mm. Je vais juste zoomer un petit peu. Faire un nom.
qu'on voit Anne. Oui. Étant toute seule, j'ai décidé de prendre le livre, un peu en cachette, mais c'était pas non plus interdit, et de le lire. Et c'est vrai que c'était, même avant de m'intéresser à ça, ça me fascinait complètement. Ça prenait énormément de place chez moi et c'était vraiment, ça m'inspirait, ça m'intéressait. Il y avait un côté un peu magique. Et, euh, et oui, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc aussi on est un peu l'élu quand on a le livre, même carrément. Ouais, carrément, carrément. Et ça, bah pour moi, ok, donc j'avais le livre et je me disais, je suis l'élu, quoi. Enfin, j'ai le droit d'avoir ce livre alors que toute la planète ne veut pas avoir ce livre et tout ça. Donc ça, c'est ce qui est écrit dedans. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très, très fort pour moi. Ça m'a pris moi, très fortement ce truc-là, quoi. Ouais, ouais. On était Moi, un peu une famille d'élus. moi, ce qui m'a beaucoup attiré, moi, je me souviens quand j'ai découvert ça, à 19-20 ans, c'était qu'il y avait plein de réponses, en fait. Donc, en fait, les gens qui étaient dans le mouvement, ils avaient des réponses à toutes les questions que moi aussi je me posais étant ado, sur est-ce qu'il y a une vie après la mort, et comment ça se passe quand on meurt, et pourquoi il y a des gens qui sont comme ci et comme ça, etc. Et il y avait des réponses à tout, alors qu'elles n'étaient pas forcément fondées scientifiquement, mais le tout, ça se tenait, c'était cohérent. Il y a pas beaucoup il y avait pas beaucoup de, de contradictions avec la science aussi. Donc moi, j'ai pas vu tout de suite les contradictions avec la science, donc du coup, ça paraissait quand même vachement solide comme explication de l'univers. Et voilà. Il y a une facilité d'accès, quoi. Ouais, je te rejoins là-dedans. Moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de très cartésienne. J'aime beaucoup la logique. J'étais très forte en logique. J'ai fait des études de psycho. Et en fait, les réponses que j'avais dans ce livre-là permettaient de comprendre ce que la science n'expliquait pas. La maladie mentale, tous les phénomènes un peu paranormaux. Et toutes ces réponses-là, moi, ça me permettait de combler les trous dans mon système de compréhension du monde. Et ça donnait énormément de sens. Du sens à la vie, du sens à la mort, du sens aux événements qui arrivaient. Et donc, ça donne aussi une certaine solidité dans pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire, comment je dois le faire. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, il y avait... ça restait quand même globalement inoffensif. Ouais, c'est ça. En fait, on a rencontré on va dire, un groupuscule de gens qui avaient ce livre, comme nous, mais qui le pratiquaient un peu de manière beaucoup plus... Bah, c'était des extrémistes, en fait, tout simplement. C'est des gens qui prenaient ça au pied de la lettre et qu'en ont fait, comme il y a la Bible et on peut être catholique et pratiquer un catholisme complètement modéré, ou un Coran, on peut pratiquer un islam complètement modéré et intégré à la société. Bah, vous avez dans l'islam des gens qui pratiquent la charia, vous avez chez les cathos des mouvements sectaires qui sont extrêmement liberticides et enfermants. Et ben ces gens-là, c'était ça, quoi. Ils étaient persuadés que chaque mot avait une signification hyper importante et que en découlait forcément des règles de vie hyper strictes. Et voilà. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai écrit, j'ai écrit dans mon livre, parce que quand je voulais voir un peu ce que c'est le secte, donc la définition de la secte et tout ça, c'est marqué un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Donc là-dessus, voilà. Et en fait, c'est après, quand ça va dans dérive sectaire, et là, c'est marqué dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion par l'emprise mentale exercée par un groupe ou un individu. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans dans ce qu'on a vécu ou pas? Il y a aussi indicateur de comportement, changement radical de comportement, rupture avec les proches, allégeance au leader et au groupe. Moi, par rapport à l'emprise, ce qui est important à dire, je trouve, c'est que c'est beaucoup basé sur la peur, sur l'intimidation. Alors, pas l'intimidation
physique qu'il pourrait y avoir dans des groupes agressifs. Non, pas du tout. C'est plutôt une intimidation dans le sens où on te rappelle bien que si tu te comportes pas d'une certaine manière, tu vas perdre ton âme et que tu es responsable aussi de la chute de l'humanité. Encore plus en tant que femme, on a une responsabilité aggravée parce qu'on est à l'origine de la chute de l'homme, parce qu'on a adopté des comportements néfastes. Et donc cette intimidation, cette culpabilisation, que moi j'ai grandi dedans, donc je la voyais pas. Je trouvais ça complètement normal et j'avais très à cœur. J'ai toujours eu ce que j'appelle un grand sens du sacré, c'est-à-dire un émerveillement pour la vie, pour la beauté de la nature, pour l'extraordinaire intelligence qu'il y a dans le corps humain, qu'il y a dans tout ce qui est vivant. Et par respect pour ça, pour honorer ça, je ne pouvais pas me permettre de faillir, c'est-à-dire de ne pas faire ce pourquoi j'avais été faite. Et donc ce poids permanent, et dans ce groupe, moi j'ai beaucoup vécu ça, ça m'a beaucoup fait souffrir la façon dont tu te comportes est néfaste pour la vie. C'était très lourd à porter et c'est ce que j'appelle l'intimidation. C'est quand on te ressort des phrases ou des passages du livre qui te démontrent point par point que ce que tu es, ça ne convient pas. J'ai pris conscience en thérapie que depuis que je suis petite, je me sens condamnée dans le regard de mes parents, notamment de ma mère, condamnée parce que je suis pas comme il faudrait dans le livre. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'assez... j'ai toujours été en jogging, basket, j'aime beaucoup faire du sport, j'ai pas trop de difficultés à m'habiller court, j'aime beaucoup aller nager à la piscine et tout ça, c'est des choses qui sont pas correctes, qu'il faut pas faire. Parce que c'est avilissant, parce que ça... Enfin, il y a beaucoup de risques et de dangers derrière, spirituels, dans la doctrine. Et ça, c'est très dur pour un enfant, un ado, et même pour l'adulte que je suis aujourd'hui, de se sentir condamné dans le regard de la personne qui nous a mis au monde et qui a pris soin de nous. Et donc cette emprise, elle est multiple. Elle est aussi, je veux pas décevoir Dieu qui m'a mis sur terre. Je peux pas me permettre de décevoir. Et il y a la peur de mal faire, la peur de faillir, la peur de nuire. C'est vrai, parce qu'en fait, pour vous expliquer dans la forme concrète, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, t'es rentrée en première. Donc, pour rentrer dans le groupe, il faut faire une certaine démarche, voilà, pour en faire partie. Après, toi, non. Et moi, en fait, j'ai voulu absolument participer à une après-midi de découverte, entre guillemets. Et ça m'a intriguée, je me sentais vraiment très, très appelée par ça. Et donc, j'ai aussi voulu en faire partie. Et donc, j'ai pu en faire partie. Ensuite, toi aussi, tu es venu. Et donc, dans notre famille, parce que moi, j'ai 2 frères et une sœur. Donc, on était 3 à être dedans. Et c'est vrai qu'au début, effectivement, du coup, il y avait ce truc de on reçoit plein d'amour. Tu fais partie d'un groupe, en fait. Tu te dis, en fait, on est seul au monde à avoir la vérité, à avoir raison et à savoir ce qu'il faut vraiment faire. Et donc, tu te sens aussi un être supérieur, un être puissant, fort. Et en même temps, ça crée des liens qui sont très forts parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et puis après, il y a l'autre partie où c'est vrai que moi, du coup, j'ai arrêté l'école. En fait, j'ai fait ma seconde. Je suis rentrée à l'été de ma seconde. Et à la rentrée, du coup, j'ai arrêté le lycée. J'ai demandé à mes parents si je pouvais arrêter. Moi, de mon côté, ça jouait sur le fait que, en fait, je me sentais pas à ma place parce que, en fait, pour moi, cette expérience-là, elle est aussi venue chercher le fait que j'avais plein d'aspirations, que j'avais envie de vivre une spiritualité et que rien dans le monde, enfin rien dans ma scolarité, rien dans mon monde lambda de jeune fille de 15 ans ne répondait à ça. Alors que ça, en fait, c'est nourrir directement cette part de moi qui était en manque. Et en fait, ça a pris tout le dessus. Ça a pris tout le contrôle là-dessus. Il n'y avait plus qu'une seule priorité, c'était ça. Et puis après, il y avait aussi les gens du groupe qui disaient que de toute façon, il ne fallait pas que je retourne à l'école parce que le lycée, c'est mal. C'est plein de filles en short et d'hommes pleins d'instincts malsains, etc. Donc, parce qu'il y avait aussi ce truc de diabolisation de tout ce qui n'est pas nous, au final. Ouais. En fait, là où la dérive sectaire, elle est très très difficile à
à voir quand on la connaît pas, c'est que c'est très progressif, c'est qu'il y a des gens comme ça qui sont experts dans la manipulation, qui par la discussion arrivent à capter vos élans, vos envies, et donc à les mettre en avant et à développer tout un discours en disant mais ça c'est exactement ce qu'il faut faire et il faut le faire à fond pour nourrir ta croyance. Donc si tu crois que, ben, il faut absolument que tu fasses ça et que ça. Et de l'autre côté, tout le reste devient mauvais. Mmh. Et c'est des champions de la culpabilisation aussi. Mais la culpabilisation, elle vient après. C'est très progressif et en même temps, ça va super vite. Mmh. Moi, je me suis retrouvé le cerveau retourné, embrigadé en, je dirais, 3 mois. Mmh. Ça a été hyper rapide, 3 mois, avec peut-être 6 réunions, pas plus. Et comme ça va très vite, au bout de 6 mois ou 2 mois, quand on est embrigadé, on se rend pas compte qu'on est embrigadé. Enfin, moi, je pensais que j'étais encore libre de partir, de quitter, de ceci, de cela. J'ai pas vu Mmh. le Mmh. moment de bascule. Et ce qui est impressionnant aussi, et que moi personnellement je me suis laissé beaucoup impressionner, c'est qu'on est face à des sachants, des gens qui maîtrisent le texte du livre parfaitement, qui l'ont traduit dans la lettre, qui connaissent tout. Et dans notre groupe, il y avait aussi un voyant qui avait des visions. Oui. Et moi, j'avais jamais rencontré de voyant de ma vie. C'était très impressionnant ce qu'il nous disait et que ça nous dictait ce qu'on devait faire et comment on Ouais, devait c'est le ça. faire. Et moi, quand Noémie a été déscolarisée, j'étais complètement atterrée, effondrée. J'ai beaucoup pleuré. Et en même temps, je me disais, mais tu dois tenir, tu dois obéir, tu dois servir, et coûte que coûte. Et on nous fait beaucoup sentir aussi que la famille peut être un frein, que la famille peut être une entrave, qu'il faut pas se laisser fragiliser par le sentiment, qu'il faut être fort. Et donc, bah voilà, moi j'ai essayé d'être forte et de faire ce qu'on attendait de moi. Mmh. Oui, c'est vrai que les sentiments d'amour, en fait, la définition de l'amour dans ce mouvement-là, c'est l'amour utile. Donc, c'est tu ne fais pas ce qui est agréable à l'autre, mais tu fais vraiment ce qui est bon pour son évolution. Donc, ce que toi, tu juges être bon pour l'autre. Et tout ça, ben, en fait, ça a un énorme biais parce que c'est vrai que du coup, toutes les démonstrations d'affection ou les démonstrations d'amour qui juste font du bien et font plaisir, elles sont malvenues et elles ne sont pas du tout à alimenter. Donc c'est vrai que nous, sur cette année-là, bah ça, au niveau de la famille, j'ai arrêté de vous appeler papa et maman. Ouais. Et Ah donc oui, pardon. je les ai appelés par leur prénom pour avoir donc une relation d'être spirituel à être spirituel. Et symboliquement, voilà, en fait, on coupe les liens affectifs qui nous relient à tout le monde. Moi, j'ai coupé les contacts avec 100% de mes amis de mon âge. Enfin, j'étais quand même sociable, j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'amis. Et donc, il y avait ce truc-là de j'arrête mes études de musique, j'arrête l'école, j'arrête toutes les activités en fait qui me font sortir à l'extérieur. Je ne vois plus personne. Et je coupe aussi le lien avec ma famille, même s'ils sont avec moi dedans. Et mon quotidien, ça va être du coup travailler ce livre et le lire pendant 1 an pour étudier bah, en fait tout ce qu'il y a dedans, etc. On peut aussi parler du fait que il y a les sachants et il y a ceux qui reçoivent, qui intuitent, qui ont des intuitions. Et les intuitions, elles ne sont pas, on peut pas les remettre en cause. C'est la vérité crue, reçue par certaines personnes qui sont censées mieux recevoir que d'autres et qui peuvent vous dire si on est dans le juste, si ce qu'on fait, c'est juste ou pas. Et c'est très difficile de s'opposer à ça quand des personnes dans le groupe sont reconnues comme étant celles qui savent. Ouais, moi ça me fait voir là, c'est sympa cette discussion parce que ça me fait voir qu'en fait, la façon que ils ont eu de nous retirer notre liberté, c'est de dire vous devez croire à ça, ça vous rendra libre, puissant, immortel, joyeux et connecté. Donc c'est ce qu'on vit au début. Et petit à petit, toutes les initiatives qu'on pouvait avoir ou les avis, ils nous sont retirés, c'est-à-dire tout ce que j'appelle moi les repères internes, comment moi je me sens,
comment je juge, comment je discerne ce qui est bon pour moi, ça m'est enlevé et remplacé par des repères externes. Et les repères externes, c'est qu'est-ce qui est dit dans tel livre, qu'est-ce que le groupe croit, qu'est-ce que le voyant a vu, qu'est-ce que le gourou a dit. Et même quand il y a des incohérences, de toute façon, il y a tellement de sources externes de vérité absolue que les manipulateurs retombent toujours sur leurs pattes pour justifier telle pratique, telle chose à faire. C'est vrai qu'on a eu de la chance, nous, il n'y avait pas d'histoire sexuelle. On n'a pas filé un rond. Il n'y a pas eu de détournement d'argent de notre côté, mais on connaît des gens qui ont laissé beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'était quand même un groupe avec des leaders dont la visée, c'était le pouvoir sur l'autre. Clairement, c'était ça, pour moi. Et et donc cette vigilance, moi, je l'ai pas eu à l'époque. J'ai pas vu qu'en fait, je pouvais avoir des propres repères à l'intérieur de moi et que je pouvais les perdre surtout. Mm. Ça, c'est ce qui m'a fait aussi beaucoup souffrir, le fait d'être écartelée entre ce que je ressentais moi et ma logique et ce que j'entendais, ce qu'on attendait de moi, et cette dissonance cognitive très forte au bout d'un moment, d'ailleurs assez rapidement, parce que finalement moi je suis restée 1 an et demi, mais au bout d'un peu plus d'1 an, j'étais déjà en décrochage. Cette dissonance cognitive, c'est ça qui nous a fait quitter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop c'est trop, et c'est plus tenable. Mm. Et c'est vrai que cette histoire de repères internes, moi, cette histoire, elle m'a vraiment permis, en tout cas, d'apprendre après coup ce que ça fait d'être complètement à côté de soi-même, d'être complètement déconnecté de ses propres ressentis. Moi, je les ressentais, mais je pouvais pas en tenir compte. Et donc, le côté positif, c'est que maintenant, ça risque plus d'arriver. Je risque plus de m'éloigner de moi-même. Et puis en même temps, c'est vrai que comme après on se voit tout le temps et que ce groupe-là prend toute la place, en tout cas, moi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai créé des liens qui sont qui étaient très, très, très forts avec ces gens. Et du coup, au moment où t'es plus d'accord ou tu veux partir, ben en fait, moi, il y avait ce côté-là, ben si je pars, en fait, je perds tout parce que j'ai plus d'extérieur, il y a plus de monde extérieur pour moi et il y a que eux. Et si je pars, ben pour eux, je vais être comment on dit, enfin, je vais être en gros une personne ténébreuse qui a failli. Et donc ils auront plus du tout d'estime pour moi, ils me donneront plus d'amour, et donc plus personne va me donner d'amour. Et ça, je trouve que ça tient très fort longtemps. Et moi aussi, il faut savoir que je suis tombée amoureuse donc pendant, pendant cette expérience-là, d'un homme qui était là et qui avait 20 ans de plus que moi. Et ça a duré longtemps, parce que même ça d'ailleurs, ça vous a aidé à sortir, non? C'est ça qui a Ouais, été ça a été un gros choc. Bah oui, ça a parce que été ça le déclencheur, non? c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand on a vu ces comportements-là, on s'est dit non, pas possible. Mais déjà, moi, je portais énormément de culpabilité, moi en tant que père, d'avoir laissé ma femme et ma fille partir là-dedans. Moi, c'est ce qui m'a mis le pied dedans, en me disant mais je peux pas les laisser partir, je vais y aller. Et je m'étais dit je vais y aller, puis je vais les sortir. En fait, non, je me suis retrouvé embrigadé, cerveau retourné très très vite. Euh, Mais ouais, ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était trop, quoi. C'était too much. Tu veux dire quelque chose? Oui, alors il y a eu d'autres choses avant qui font qu'on est sortis, mais moi j'avais quand même vu le truc venir, et je me rappelle avoir interpellé un des membres en disant est-ce que vous pouvez avoir l'œil sur eux parce que je sens qu'il y a un truc pas net, et le voyant m'avait dit mais rassurez-vous, s'il y avait quelque chose, je l'aurais vu. Ça fait partie de tous ces éléments qui ont créé beaucoup de dissonance cognitive, et de fait, il a rien vu. Par contre, moi, en tant que mère, j'avais quand même repéré les choses, et à un moment donné, j'ai dû me positionner très fort, c'est-à-dire que je me vois encore dans la voiture prête à aller à la police pour porter plainte pour détournement de mineurs. Et à ce moment-là, j'ai tapé du poing très fort sur la table, et on a un peu, comment on peut dire, on t'a un peu obligé de ne plus voir Pas qu'un ces peu. personnes-là.
on l'a un peu enfermée à la maison avec interdiction d'être en contact avec les membres du groupe. Et ce que disait Noémie, c'est très vrai. Quand on sort d'un groupe comme ça, moi, après, j'ai beaucoup étudié l'emprise sectaire. J'ai lu pas mal sur le sujet. J'ai écouté des podcasts, notamment Méta de choc, où il y a beaucoup de témoignages. Et on passe tous par un stade un peu de dépression, d'effondrement. Moi, je me souviens que pendant 3 semaines, j'avais du mal à gérer de pièce en pièce. J'allais plus au jardin. J'étais comme une âme en peine. J'étais complètement sidérée. Et il y a ce vertige énorme parce que toute notre vie est imprégnée par ça, de la mission à accomplir. Il y a des échanges par mail, par des réunions, des visios. On se voit souvent. Et d'un seul coup, il y a une rupture complète avec notre manière de vivre et il faut retrouver un rythme, renouer des contacts, se recréer une vie de toute pièce. Sachant qu'en plus, il y a quand même l'effondrement du système de croyances. Moi, ça a pris 2-3 ans avant de vraiment que je puisse accepter de remettre en question mes croyances et que j'entreprenne de reconstruire un système solide basé sur des croyances plus fiables, vérifiées, enfin avec beaucoup plus d'esprit critique qu'autrefois. Mais il y a tellement cet enjeu de mais je vais mourir en fait, mon âme va mourir, qui m'est ancrée depuis petite, que ça a été un saut très très difficile à faire. Donc, mais ce premier pas-là a aussi été libérateur en un sens et était nécessaire. Mais ça a été vraiment une épreuve. Là, la fin, et quand on t'a enfermé à la maison, enfin enfermé, en disant ça suffit, t'as plus droit aux mails, t'as plus droit à rien, tu les contactes plus et on va te sevrer de ça. Ça a été extrêmement violent et moi j'ai vraiment un souvenir douloureux. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu l'as vécu. Oui, et ben, euh, ben, déjà moi, ça faisait des mois et des mois que je cachais le fait que qu'on était amoureux, etc. Donc déjà, ça a commencé à être très difficile à partir de là. Et après, donc, quand ça s'est arrêté et que je me suis retrouvée à la maison, sans personne, très très amoureuse et dépendante de quelqu'un que j'avais pas le droit de voir ni de contacter, etc. Et juste avec vous, alors que enfin, Tu nous méprisais. en fait, on n'avait plus ce lien, on n'avait plus de lien. Ouais. On n'avait plus de lien, on n'avait plus du tout. Non, parce que la secte avait tout fait pour détruire le lien familial. Pendant 1 an, on avait travaillé à ce que tu sois Oui, plus oui. ma Oui, oui. fille, que tu sois plus Et la puis il y avait fille. aussi le challenge de. Donc il y avait ça déjà. Il y avait le fait que accessoirement j'étais une adolescente qui devait trouver du sens et vivre. Et il y avait repartir à zéro sur ok, du coup, je vais faire quoi? À se dire donc je vais devoir aller dans ce monde qui avait été ultra diabolisé pendant 1 an, etc. Moi, il faut savoir que je n'ai pas eu personne ne m'a touchée physiquement, genre même pas ça, même pas une bise, pendant plus de 6 mois, pendant 9 mois. Et du coup, j'avais aussi une hypersensibilité à tout le temps. Enfin, on partait vraiment de très 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 loin. Et du coup, il fallait que je me dise, faut aller dans une direction, faire quelque chose. Et ça a été la pire année de toute ma vie. Même au final, l'enlèvement des filles, émotionnellement, ça n'a pas été, ça a pas été comme ce moment-là. Parce que ce moment-là, c'était long. En fait, ça a duré 1 an. Il y a eu des tas d'étapes. Et c'était vraiment. C'est vrai que le sentiment de solitude, je me suis jamais sentie aussi seule qu'à ce moment-là. Et je me souviens d'une fois où tu étais montée dans la chambre. J'étais dans une chambre, pas dans ma chambre, bref. Et tu m'avais dit, mais elle est où ta place, Noémie? Et ça m'avait fait pleurer, ça m'avait fait mal parce que c'est vrai que je me disais, mais c'est quoi ma place? Elle est où ma place? En fait, comme une crise d'ado normale, mais en version exacerbée parce que j'ai plus de repères, j'ai plus rien. Et les gens qui m'aimaient avant, je suis plus rien pour eux aujourd'hui.
mes anciens amis, ben, je suis plus non plus la même. En fait, après 1 an avoir vécu ça, et ben même mes anciens amis, je me vois pas aller les revoir en mode salut et tout ça parce que je suis plus du tout, du tout, du tout la même. Et donc vraiment c'est super particulier comme expérience quoi. À propos des amis, moi, j'honore vraiment les quelques amis que j'avais avant et qui ont subi plus ou moins indirectement la distance que j'ai pu prendre et peut-être les discours un peu prosélytes que j'avais et qui néanmoins sont restés en lien Mm. et que j'ai pu retrouver après, même s'ils n'ont pas sur le moment mesuré l'importance que ça a eu, ce lien-là, le fait de pouvoir rester en lien, un lien qui se continue d'avant à après, ça m'a vraiment aidée. Parce que justement, il y a ce sentiment de solitude et il y a surtout ce sentiment d'irréalité. Je reconnais plus le monde dans lequel je suis. Je comprends plus rien. Et ce que je crois, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a une espèce de vertige énorme. Et le fait de pouvoir se tenir à un petit peu de, j'allais dire, de banalité, de, de quotidien, de sujets qu'on aborde avec les amis comme ça remet de la densité dans le présent, dans le moment présent. Ça remet de la réalité dans les choses. Moi, ça m'a permis de raccrocher un peu, de raccrocher à la vie, quoi. Vraiment. Et ben moi aussi, tu vois, j'allais faire pareil. J'allais dire que je remercie Capucine qui est venue me chercher après 1 an, 1 an de silence de ma part en me disant bah on fait une équipe compagnon donc chez les scouts et tout, est-ce que tu veux venir et tout. Et j'ai dit oui et ça s'est fait en sachant que bah, je devais être super bizarre quand même parce qu'il y avait comment est-ce que j'étais habillée. La règle, nous, qui était mise dans notre groupe, c'était cou, cheville, poignet. Et je l'ai appliquée très, très, très fort et très rigoureusement pendant 1 an. Ce qui fait qu'après, j'ai mis, c'est simple, j'ai mis jusqu'à l'accouchement de Nausicaa à retrouver un peu un rapport à mon corps qui était normal, entre guillemets, je dirais. Et c'était vraiment, je faisais pas exprès, mais en fait, juste si on faisait ça, pour moi, c'était trop. Et je voulais pas montrer mon corps et j'avais besoin de le cacher, etc. Et du coup, ben forcément, et ça, plus plein d'autres choses, je me dis maintenant, avec le recul, je devais être hyper bizarre, surtout de m'avoir connue avant. Et en fait, ben, ils m'ont quand même accepté comme j'étais. Et surtout, on a passé 3 ans ensemble, parce que le projet Compagnon, c'est sur 3 ans. Et ils ont accepté voilà, mes changements et comment j'étais, etc. Et ça, c'est super précieux pour moi. Et j'ai aussi un autre ami scout, Gabriel, qui est venu me reparler et on a pu parler de tout ça. Mais c'est ça aussi, en fait, c'est que à mon âge, parce que vous êtes adulte, mais en fait, quand tu es ado, tu parles pas de ça. Déjà, tu parles pas de spiritualité, mais tu parles pas ok, j'ai été dans une secte et tout. Enfin, c'est des trucs. Ah non, trop Et bizarre. donc, il n'y avait pas non plus des amis que je pouvais récupérer, à qui je pouvais expliquer ce qui s'était passé. Et en même temps, ne pas savoir ça de moi, c'est quand même ne pas me connaître vraiment, quoi. D'où cette vidéo. Oui. Et effectivement, moi, c'est le fait d'être enceinte de Nausicaa. Je sais pas, il s'est passé un truc avec la pudeur, avec mon corps et tout, et ça m'a beaucoup changé. Mais moi, il y a aussi j'ai rencontré Raphaël. Enfin, j'ai pas rencontré Raphaël parce que je le connaissais déjà avant cette expérience-là. Mais je l'ai revu après. Et donc, lui aussi, il m'a vu en avant, après. Et il y a, et ce qui a, en fait, c'est plein de petites personnes comme ça où ça m'a permis de raccrocher un tout petit peu la réalité, une fois, 2 fois, etc. Et après de retrouver un semblant de vie normale, quoi. Et puis, ce qui nous a, nous, ce qui a été quand même une aide ultra précieuse, c'est de rencontrer la communication non violente et de rencontrer des gens qui fonctionnaient autrement que par l'intimidation. Parce que ça résonnait beaucoup, moi, avec tout ce qui était toujours vivant pour moi, l'émerveillement face à la vie, le besoin de trouver du sens. Et en même temps, ça venait appuyer sur des leviers qui sont, à mes yeux, beaucoup plus sains, qui sont l'envie de contribuer, nourrir ses besoins, s'écouter soi-même, suivre sa boussole intérieure. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais pas me tromper si je m'écoutais complètement et si j'avais conscience de mes émotions,
Ça a ramené énormément de sécurité pour moi. Ça m'a permis aussi de vraiment replonger les deux pieds dans la vie. C'est de me dire, bah maintenant, ok, je recommence à zéro, mais au moins j'ai un support solide. Et ce support solide, c'est ce que moi je ressens. C'est mes besoins, c'est mon intuition à moi. Et maintenant, je vais tracer ma propre route. Et ça a tout changé. Et aussi les gens qu'on a rencontrés. Et je pense notamment à un ami qui était là à notre premier stage en mars 2019 et qui, 5 ans plus tard, est toujours hyper stupéfait de la transformation à laquelle il a pu assister. Je pense que toi, tu as changé, mais moi, je me suis complètement métamorphosée. Et c'est une transformation qui est plutôt, enfin, qui est extrêmement joyeuse. Voilà. Et ça, il n'y a pas besoin de dire plus que ça. À partir du moment où il y a de la joie, c'est quand même bon signe. Et puis je pense aussi au fait que nous, on a dû reconstruire la famille. Parce Ouais, qu'il y avait notre lien à nous. Ça a ouais, pris du temps ouais, ça a aussi pris du temps. Je sais même pas combien de temps ça a pris, mais juste que ça redevienne normal de se parler, Ça a normalement. duré, la coupure totale, ça a duré au moins 2 ans et demi, facile. Mm. Parce que nous, pour nous, on avait aussi à cœur de recréer les liens avec les frères et sœurs, de savoir comment eux, ils avaient vécu ça. Donc, tu avais un frère qui avait 2 ans de plus, lui, il était, tu l'as En tout- études, il était ouais. en études supérieures. Les deux autres, il y en avait un qui était petit, qui ont traîné partout avec nous, et l'autre était interne. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas été trop impactés de par la distance. Mais ouais, ouais, on a recréé des moments familiaux à 6 dédiés à ça, où on voulait pas qu'il y ait de secret de famille, où on a répondu à toutes les questions, on a expliqué ce qui nous était arrivé. On a clôturé ça par un beau voyage à l'étranger, dans les îles, où pendant une semaine, on a travaillé là-dessus. Mm. C'était dur, hein. Ouais. C'était vraiment. Ouais. Et ouais, mais c'était essentiel, c'était essentiel. Et ouais, moi je voulais passer un message aussi. Moi, ce qui m'a permis de rester en lien avec la réalité, bah, c'est ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, où il y avait des rituels chez nous très forts de on se voit à Noël, on se voit aux anniversaires, etc., etc. Ça, c'est des choses où j'ai de la chance d'avoir une famille dans laquelle on s'entend très très bien. Et j'ai jamais abandonné ces rituels-là. Et moi, ce qui m'a fait, je parle de rituels en sens euh, voilà, des trucs familiaux, je cherche le mot. Ah, parce que rituel, ça fait un peu religieux. Des traditions, merci. Et moi, on m'a demandé à un moment donné, on m'a dit, mais non, tu dois pas faire Noël avec ta famille, ou tu dois pas, tu dois changer de travail aussi. Et donc là, moi, ce qui est bien entre guillemets, c'est que ces injonctions-là, elles sont arrivées assez vite. Et du coup, moi, ça m'a fait prendre du recul avec le groupe assez vite en me disant, pas question. Moi, j'adore mon travail, j'adore ma famille. Jamais, jamais je vais couper avec ça. Et donc, grâce à ça, j'ai pu rester très très connecté avec la vie réelle. Et pour moi, il n'y a pas eu de dépression à la sortie, même si ça a été dur quand même de sortir. Mais par contre, j'en ai vite parlé. J'en ai parlé à mes parents, parce que je leur cachais tout, évidemment. J'allais aux réunions de famille, mais je leur cachais tout. Et c'était bizarre parce que j'y allais tout seul, sans vous, Mm. sans toi. Donc ça, c'était. Moi, mes parents, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient qu'on allait divorcer, qu'on était en crise familiale, etc., etc. Mais le fait qu'on ait pu en parler après, je trouve c'est bien aussi parce que ça crée un lien encore plus fort avec mes parents et avec mes frères et sœurs, du coup. Mhm. Et ça explique aussi le comportement bizarre de mon épouse, de Noémie pendant cette période-là. Enfin, que eux jugeaient bizarre. Maintenant, ils peuvent mettre du sens là-dessus et c'est ok. Et comme c'est dit, bah, c'est confortable. Ouais. Moi, je dirais en termes de temps que donc j'ai passé 1 an, après presque pile, dans ce groupe-là. Et après, il y a eu une année très difficile parce que bah, j'étais amoureuse de cet homme et il fallait me détacher. Et ça a pris énormément, énormément de temps. Ça a pris plus d'1 an. Et je me souviens parce qu'une fois, donc j'avais pu le voir pour lui, voilà, pour clôturer, etc.
Et puis en fait, je me suis surtout rendu compte que j'étais totalement dépendante de lui, même après 1 an à pas se voir, à pas se parler, etc. Et après, même si on ne s'est pas parlé du tout, ça, enfin, je veux dire, même on y parlait, on en avait parlé aussi, le fait de penser tous les jours à ça. Ça dure, je sais pas combien de temps ça dure, mais plusieurs années où tu es imprégné de ça, etc. Puis moi, je voudrais parler du livre aussi, parce que même si certes, il y a le groupe où c'était des extrémistes, etc., pour moi, le livre en soi, j'en parle régulièrement avec Raphaël, mine de rien, alors que ça fait longtemps, ça prend une place, où en fait, dedans, il y a les schémas de fonctionnement par la peur. Tu as ce livre entre les mains, et si tu passes à côté, et ben en fait, c'est la damnation éternelle. Et rien que ça, c'est des pressions qui sont énormes. Et ça, c'est pas des êtres humains qui nous les mettent, mais c'est le livre où, ben en fait, et si tu comprends pas ce qu'il y a dedans, c'est pas parce que c'est incohérent, mais c'est parce que tu n'es pas capable de comprendre l'immensité de tout, etc. Et pour moi, c'est plein de choses qui se tiennent bout à bout et où on peut pas se défaire en fait et où tout tourne rond comme ça et où on peut pas se détacher de ça. Et moi, ça a été le truc le plus dur pour moi, c'est de me détacher du livre et d'émettre la première pensée de ma vie en 20 ans, de me dire je n'y crois pas, peut-être. Ça a été vertigineux pour moi. Je me sens la première fois que j'ai eu cette pensée-là. Déjà, je savais même pas que je pouvais avoir ce genre de pensée. Me dire peut-être c'est pas vrai. Et après, et puis maintenant que j'y crois plus du tout, bah c'est sûr que je me sens énormément libérée. Mais ça a pris énormément de temps. Enfin, c'est fou le temps que ça a pris. Ouais, moi, je vois que moi, je suis pas complètement encore détachée. Parce qu'il y a encore des parts de moi qui réagissent très fort. Gilles en joue, des fois, il fait en mode provoque. Et genre, par exemple, dire j'adore, ça me fait sursauter. Parce que c'est des choses qu'il faut pas faire. On n'adore que Dieu. Et c'est tellement sacré. Et ça m'est tellement rentré dans la peau. Ça m'a été tellement martelé que je sursaute toujours. Et ce qui m'interpelle encore, c'est qu'il y a énormément de choses que j'estime être justes dans ce livre. J'ai aussi conscience de tous nos biais de perception. Et donc, je reste encore avec ce doute que peut-être j'ai pas bien compris, que peut-être on n'a pas bien compris. Mais ça, c'est juste une petite part de moi. Tout le reste à côté est bien solide et construit. Et ce qui m'a aidé aussi à prendre du recul et à me dire, pareil, à oser éventuellement envisager que c'était pas complètement juste, c'est de beaucoup me renseigner sur ce monde-là, ce monde de la spiritualité, de toutes les sectes qui existent. Et quand je dis secte dans ma bouche, c'est pas forcément péjoratif, c'est simplement des groupes qui se retrouvent pour partager des connaissances, qui suivent quelqu'un qui a été éclairé ou qui a eu. Et d'ailleurs, à mes yeux, l'Église catholique est la plus première des sectes que je connais. C'est on suit un dogme qui a été apporté par un être humain et on met des formes autour de ça. Et ça, c'est très courant. Beaucoup de choses pourraient s'apparenter à des sectes. Et ce qui m'a fait prendre du recul, c'est me rendre compte que des livres comme celui qu'on avait, il y en a énormément. Que des gens qui ont cru des tas de choses, qui ont écrit des tas de choses où il y avait éventuellement un peu de juste, et qui vient répondre à des besoins de stimulation, à des aspirations par rapport au changement de paradigme dans le monde, voilà, qui viennent répondre aussi à la détresse qu'on peut ressentir quand on vit dans ce monde. Il y en a pléthore, et ça, d'un seul coup, ça m'a permis de remettre à l'échelle, c'est-à-dire de me dire, mais moi, ce que j'ai, c'est censé être la vérité, et en fait, on est des millions à penser avoir la vérité, et il y a tellement de sectes bien plus, avec bien plus de membres. Par exemple, les Raéliens sont bien plus nombreux que nous. Enfin, en fait, on est complètement anecdotique, quoi. Et je sais que le nombre, c'est pas un facteur de vérité, mais ça m'a permis de vraiment relativiser et de remettre l'église au milieu du village. Je voudrais juste finir sur quelque chose. Sur les. En fait, c'est sur le site de la NTS, là, enfin, du gouvernement, sur les déviances sectaires, les dérives. Il y a les points communs entre les gens qu'on retrouve dans les sectes. Et donc, ils ont noté, enfin, quand tu es dedans, en tout cas, perte de confiance et sentiment de ne pas avoir sa place dans la société. Défiance à l'égard des discours qui font habituellement autorité. Recherche d'une vérité et d'un cadre structurant. Et adhésion au discours complotiste. Et donc,
oui, on se retrouve plus ou moins dedans, mais moi, c'est vrai que encore aujourd'hui, tu vois, regarde, sentiment de ne pas avoir sa place dans la société. Je vais pas dire que j'ai ce sentiment-là, mais quand même, je peux facilement l'avoir en me disant, qu'est-ce que je fais ici, enfin, sur cette terre, sur tout ça. Il y a aussi défiance à l'égard des discours qui font habituellement autorité. Ouais, Là, je me retrouve à bah 100% oui. là-dedans. Mais, Et mais du coup, je trouve ça, t'as aussi ce truc-là de, mais en fait, tu te sens, c'est aussi parce que tu te sens un peu seul dans la société. T'as l'impression que tout le monde est normal et toi non. Que tu te retrouves aussi dans ce genre de groupe où tu te dis, ah bah enfin, des gens comme moi et je suis plus seule et tout ça, quoi. Oui, sachant que ce sentiment d'être seul et de ne pas avoir sa place dans la société, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu une expérience de secte pour ressentir ça. C'est quelque chose de très très fréquent. En fait, peu d'êtres humains se sentent vraiment à leur place dans le monde. et puis en fait, ils font de ça une vérité absolue. C'est-à-dire que c'est très facile de tomber rapidement dans un embrigadement à partir du moment où la personne elle légitime à fond ce sentiment-là et que derrière elle vient l'expliquer en disant c'est toi qui es juste et c'est toute la société qui marche de travers. Et ce sentiment-là, comme il est perçu par nos contemporains assez fréquemment, il reste juste, mais moi ce que j'aime bien, c'est le remettre à sa juste place. Me laisser aller là-dedans en disant ouais vraiment le monde c'est n'importe quoi. Et en même temps, de voir que non, il y a aussi du sens à j'ai du sens dans mon travail, j'ai du sens dans ma famille, je retrouve du Mhm. sens même dans et de l'explication. Le problème des mouvements sectaires, c'est qu'ils appuient fort là-dessus pour nous couper de nos semblables et tout rejeter en bloc. C'est très duel en fait, c'est Mhm. blanc et Ouais, c'est noir. manichéen. C'est très Mhm. manichéen. Donc c'est ça le danger. Et juste pour la fin, c'est vrai que moi, il y a quand même des choses, pour moi, des expériences que j'ai vécues dans cette année-là, qui resteront inexpliquées pour moi, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus dur. Pour moi, c'est de me dire, encore aujourd'hui, même s'il y a plein de choses que je peux jeter à la poubelle, et c'est vrai que nous, ça crée un lien aussi, parce qu'on en a vu des choses en un an. Enfin, c'est comme si on partage quand même quelque chose. Enfin, on peut pas se poser avec des gens et dire, bah, allez, on va vous raconter ce qui s'est passé en un an. C'est impossible, en fait. Et, mais il y a quand même des trucs pour moi où je reste avec je sais pas. Et je trouve ça plus facile d'aborder la vie avec ton livre et ton un peu bah voilà la vie c'est comme ça fonctionne, c'est ça que tu dois faire pour être sûr d'aller au paradis, etc. Alors que maintenant bah, c'est comme si j'avais rien, c'est comme si j'avais plus de mode d'emploi de comment la vie ça fonctionne et je trouve ça vraiment plus difficile. Je sais que pour moi c'est plus dur et ouais, Alors, tu n'as plus le mode d'emploi qui est je me sens donné plus perdue. par quelqu'un d'autre, mais tu as ton propre mode d'emploi, tu es en train de le créer. Oui, mais je trouve ça c'est pas pareil, tu vois, c'est pas écrit noir sur blanc. Mon mode d'emploi et personne peut te dire ce que tu dois faire pour le. Donc je trouve ça voilà, pas facile. C'est pas facile tout le temps. C'est pas facile d'être libre, Ouais. mais c'est drôlement plus. euh, ça porte un potentiel de développement qui est beaucoup plus grand, Mm. en Et de fait, connaissances. et de Oui, connaissances et d'ouverture. ça m'a ouvert à beaucoup de Mm, connaissances, mm, pareil. mm, mm. Et de suivre un dogme, c'est enfermant parce qu'on on suit un modèle Oui, ben c'est sûr. et voilà quoi. Un mot pour dire, pour clôturer, pour dire, résumer cette année. Ce qu'elle vous a apporté. Cette année, c'est pas cette année, Ouais, il cette y a 10 année. ans là. Hmm. Ce que ça vous a appris. J'ai de la gratitude parce que ça m'a fait grandir, ça m'a raffermi, ça m'a rendu plus robuste. Moi, je dirais humilité. Je pense que ça m'a appris le fait que je ne sais pas et que je ne détiens pas la vérité et que chacun a son chemin et que tous les chemins sont les bons. Donc c'est juste les nôtres. Ouais, ça me parle d'humilité. Moi, je dirais discernement. Ça m'a vraiment appris à affiner mes capacités d'autocritique, d'analyse, de mise en cohérence. La clarté et le discernement, c'est vraiment ça qui aujourd'hui a changé. À l'époque, j'étais dans le noir, en fait.
Aujourd'hui, je dis pas que je vois clair, mais en tout cas, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, je le revois dans mes rêves, où je voyais rien dans mes rêves. Je fais plus ces rêves-là. Et je continue à chercher pour essayer de comprendre et mettre du sens. Et même, c'est vrai qu'il y a des familles qui peuvent pas parler d'une petite dispute. Enfin, il y a beaucoup de familles qui restent en surface. C'est vrai que nous, quand même, avec ce truc-là, ça pose quand même un truc de ce dont on peut parler. Enfin, on peut vraiment parler de tout. De tout, j'ai l'impression. Genre, il n'y a rien où on se dit, on peut pas en parler. Du coup, c'est vrai qu'on parle d'âme, d'esprit, de nos conflits, de tout, en fait. Parce que une fois que tu as partagé ça, Mais une fois qu'on a plongé aussi profond, ouais, Est-ce qu'il c'est y a ça. un tabou dans la famille? Non. Il peut y avoir de la gêne sur certains sujets, mais des tabous. Bien joué. Top là. C'était chouette.